Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Andrew Etherington nous accompagne également, le responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Andrew. Et Xavier Chapard est également à nos côtés, stratégiste chez LBPM. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Qu'est-ce que cette décision change ou ne change pas? Quels sont les bons aspects peut-être sur le plan économique, sur le plan financier de la décision rendue vendredi par la Cour suprême américaine? Quels sont les aspects potentiellement peut-être plus négatifs? Alors, la première réponse, c'est que ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment des impacts de second ordre. Le premier ordre, c'est que Trump avait remonté les droits de douane de 2,5 à 13%, quelque chose comme ça. Et après la décision de la Cour de justice, plus les nouveaux tarifs annoncés, on est à 12%. Donc, c'est un tout petit peu en dessous. Mais le gros choc de tarifs, c'était l'année dernière. Et là, on est sur des petites variations. Alors, quand même, à court terme, ça augmente l'incertitude. L'incertitude pour chaque pays, notamment ceux qui avaient négocié des deals, ça augmente l'incertitude. L'administration américaine a l'air de vouloir que ces deals tiennent. Exactement. Et a priori, ils vont tenir au moins pour l'Asie. La vraie question, c'est plus en Europe, parce que le perdant, c'est le Royaume-Uni, en fait, qui avait négocié 10, voilà, 10 et des conditions assez favorables sur les métaux et tout ça. Et l'Australie aussi, qui avait négocié des bons accords. Pour l'Asie, le truc, c'est que c'est qu'une partie des tarifs qui est retirée, et tous ceux qui sont notamment sur l'automobile et les métaux restent en place, parce que c'était d'autres sections pour appliquer ces tarifs, et donc eux ont intérêt a priori à maintenir ces deals. L'Europe est un peu entre les deux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que va faire l'Europe. Voilà. Et puis, le problème, c'est que les nouveaux tarifs qu'applique Trump pour remplacer les anciens durent 150 jours au maximum. Donc, ça veut dire que fin juillet, il va falloir voir comment il arrive à remplacer ces tarifs par des nouveaux tarifs. Donc, voilà, ça crée de l'incertitude. Il y a aussi l'incertitude sur le remboursement des tarifs qui ont été collectés via les tarifs. De l'ordre de 200 milliards, 175, 200 milliards 175 milliards, et ça va être décidé au cas par cas par des cours aux États-Unis. Des cours secondaires. La Cour suprême a renvoyé ses décisions à des cours subalternes, si je puis dire. Exactement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de procès et tout ça, et ça va prendre plus d'un an pour savoir. Après, pourquoi je dis que c'est quand même du second ordre, c'est que ces remboursements au maximum, ça fait 0,5 points de PIB en une fois. Donc c'est important, mais c'est pas fondamental. La baisse des droits de douane par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est 0,15 points de PIB de recettes fiscales. Donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même assez secondaire. C'est pour ça que les taux ne surréagissent pas. Et puis surtout pour moi, le plus important, c'est le long terme, où en fait ça réduit l'incertitude, cette décision de la Cour suprême, parce que ça veut dire que Trump a plus la flexibilité pour menacer d'augmenter, de baisser les tarifs à chaque fois, parce que toutes les autres lois qu'il peut utiliser pour mettre des tarifs, il faut une enquête et justifier pourquoi on le fait. C'est plus encadré, notamment par le Congrès. Exactement. Et donc ça veut dire que, par exemple, quand il avait menacé l'Europe de 25% de droits de douane en lien avec le Groenland, ça, c'est plus possible, en fait. Donc c'est pas le vrai tarifman qui revient là. C'est tarifman de chez Wish, comme disent les jeunes, quoi. Non, mais c'est ça. C'est pas le même costume, tout à fait. Et il peut faire beaucoup, quand même. C'est toute la guerre commerciale qu'il avait fait avec la Chine, c'était sans utiliser les tarifs qui étaient interdits. Donc, il peut faire beaucoup de choses, mais c'est quand même beaucoup moins d'incertitudes liées à ça. Et puis ça montre surtout qu'il y a encore des contre-pouvoirs aux États-Unis. Et on va attendre la décision sur Cook là, pour la Fed. Mais ça aussi, a priori, ils vont aller contre Trump. Et donc ça montrera que quand même, c'est pas que Trump qui peut choisir où vont les États-Unis à long terme. Et donc ça, c'est quand même rassurant pour les équilibres mondiaux. Je reviens sur l'argent collecté, 175 milliards. Alors on sait que dans la tête de Trump, ces 175 milliards, ils ont déjà été utilisés plusieurs fois. Néanmoins, c'est quand même de l'argent réel qui a été collecté par les services de l'administration. Vous dites cette masse est minime par rapport à l'équation budgétaire américaine. Il n'y a pas de risque de crise des paiements. Non. On s'est dit à un moment, mince, les 175 milliards qui devaient servir à se désendetter, à refinancer des chèques pour les Américains, voire à toute autre chose, aider les farmers, aider je ne sais quelle autre industrie. On se dit, mince, il va y avoir quand même un trou à combler de ce point de vue-là. Et donc c'est du déficit en plus.
Alors, les tarifs qui ne sont pas légaux, là, donc les 175 milliards qui ont été collectés là-dessus, si on les perd, comme je disais, c'est 0,5 points de PIB de déficit en plus. Pendant un an. C'est pas un point de déficit. Non, et puis c'est surtout qu'une fois, c'est ce qui a été collecté. Après, si Trump ne pouvait pas remplacer par des nouveaux tarifs, là, ça ferait un trou budgétaire. D'accord. De l'ordre de 0,75 par an, tous les ans. Donc on arrive quasiment à un point, là, effectivement. Voilà. Et tout le temps, surtout, dans le temps. Et c'est ça qui est important pour les finances publiques. Là, avec ce qu'il arrive à remplacer, comme je disais, ça fait un trou de 0,15 points de PIB par an. Par contre, ça peut le limiter sur les cadeaux qu'il peut faire avant les midterms, un petit peu. Bon, Andrew, une fois qu'on a essayé d'expliquer tout ça, merci Xavier pour la clarté de vos explications. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Court terme, c'est une incertitude, c'est sûr. Je crois que le comportement de l'Europe tout de suite à dire qu'ils n'ont plus les mêmes menaces, donc on peut renégocier. Peut-être ça peut être une bonne nouvelle pour l'Europe, se comporter d'une manière un peu plus unanime face à un président qui a l'air affaibli et qui a peut-être moins de moyens pour remonter sa côte qui est en berne actuellement avant les... Il y a une fenêtre pour l'Europe là pour essayer peut-être d'améliorer sa relation commerciale avec les États-Unis. Je ne sais pas si c'est pour améliorer, mais affirmer. Affirmer. Je crois que c'est ça ce qui nous a manqué les deux épisodes précédents. On est la première fois en Écosse et puis après c'est manque de fermeté. Donc dans un contexte où la croissance en Europe reprend de manière positive. Donc il y a des... je crois que on préfère regarder ce côté de l'histoire que c'est ce qui se passe aux États-Unis. Cette incertitude n'est jamais porteur pour les actifs. J'entends surtout sur la dette, c'est que 75 centimes par an, mais c'est tous les ans dans une situation où la dette est quand même un peu plus douteux que peut-être il y a 2-3 décennies, je dirais. Donc, et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est dans nos modèles, à voir à quel niveau il y a une bascule par la remontée des taux qui peut impacter les actifs risqués, parce qu'à la fin, c'est ça qui nous intéresse le plus pour nos croissances dans nos stratégies, et on n'est pas si loin que ça. Donc, est-ce que l'ensemble s'il n'y a plus des tarifs ou ils sont moins, est-ce que les importateurs, ils vont renvoyer ces changements de prix aux consommateurs? Est-ce qu'ils vont garder? Est-ce que ça, c'est quelque chose? Parce qu'au fond, l'inflation aux États-Unis, le supercore, il est croissant. Les tarifs ont quelque chose à voir là-dedans, pas tout, mais la baisse des voitures d'occasion... c'est limité dans le temps quand même. Donc, je crois qu'il y a d'autres problèmes fondamentaux et qu'il faut en être conscient de ça. Mais vous dites, dans le contexte actuel et dans l'environnement actuel, alors qu'on voit des flux revenir vers l'Europe, cette décision doit permettre de confirmer, de valider l'idée que l'Europe peut retrouver de l'intérêt pour des flux globaux. Oui, leur structure, la croissance... Ça compte l'Europe d'une manière que on est dénigré souvent par d'autres partenaires. Partenaires. Très bien. Pas adversaires, peut-être maintenant adversaires. Mais il y a une réelle histoire à raconter. Et donc, on voit qu'une phase de l'histoire souvent sur l'Europe. Enfin, exactement. On est très fort à nous dénigrer tout seul. Mais du point de vue de la gouvernance américaine, c'est un point important de savoir que la Cour suprême, même si une bonne partie des juges ont été nommés par Trump, est capable de prendre ce genre de décision. Je crois qu'il y a 2-3 juges d'ailleurs qui se sont fait sévèrement allumer par Donald Trump. Qui sont des invités du State of the Union. Et puis, c'est une honte pour eux et leur famille. Donc, c'est quand même des mots et des propos vis-à-vis d'un juge de la Cour suprême qui sont pas loin d'être des menaces, pour dire les choses. D'avoir ce genre de décision... Ça, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Façon de communiquer et de convaincre des gens de s'allier à ce que le président a envie de faire. Non, mais on pensait qu'il avait mis sous coupe réglée toutes les institutions avec des systèmes de nomination, de brutalisation, etc. Il y a encore quand même une résistance, entre guillemets. Peut-être, je crois que c'est important que la Cour suprême, qui sont quand même des avocats, il peut avoir une interprétation d'une certaine manière. Ce qui est encore plus important, ça va être les décisions sur... Les à-coups. Parce que l'indépendance de la Fed...
On rappelle juste l'enjeu. Est-ce qu'un président peut licencier un membre du directoire de la Réserve fédérale américaine sans cause réelle et sérieuse et de manière assez unilatérale? Parce que ce que nous avons vu depuis cet hiver, c'est que côté indépendance, la Fed, l'indépendance d'état d'esprit, ça se réaffirme aussi. Pas parce que Warsh, il est nommé, mais parce qu'ils font leur travail d'une manière objective. Et objectivement, les niveaux aujourd'hui des taux et ce qui est attendu cette année est probablement légèrement excessif. Je sais qu'il y avait des chiffres un peu plus faibles dans le retail sales, dans le CPI, mais est-ce que ces chiffres sont vraiment crédibles vu la période qu'on vient de passer? On verra ça dans les 3-4 mois à venir par la suite. Mais non, c'est... Donc, voilà. Alexandre, sur cette décision et la réaction de marché ou la non-réaction de marché, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous le regardez. Oui, déjà, effectivement, la réaction de marché ou l'absence de réaction, il y a quand même dans le timing des choses, on a quand même eu, et vendredi, je pense qu'on était tous très focalisés sur la partie macro. Et comme on est habitué à nos portes décisions de la Cour suprême, on savait que ça pouvait intervenir le 20, je crois le 24 ou 25, il y a plusieurs dates comme ça suivantes. Et je pense, et c'était mon cas en tout cas, j'étais totalement focalisé sur la macro. Donc, 14h30, les chiffres arrivent, l'inflation, le PIB, croissance moins forte qu'attendue, inflation plus forte qu'attendue. Donc, effectivement, la réaction initiale sur les futurs, ça a d'abord été de baisser un petit peu. Et sur les taux, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est un peu hedgé, c'est-à-dire que le sentiment d'inflation qui aurait pu tirer les taux à la hausse a été compensé par un PIB moins fort qu'attendu. Et ce que vous disiez, il y a eu aussi auparavant des précédents sur, depuis 2-3 semaines, des stats quand même moins bonnes. Vente au détail, décembre en plus, donc c'était avant l'épisode climatique, les questions de vente de logements existants très largement en dessous, avec un vrai décrochage, là aussi qui n'est pas dû à l'événement climatique. Commande de biens durables, alors certains y voient un aspect positif sur une partie, d'autres un peu moins sur la partie globale. Donc, production industrielle était un peu meilleure, je crois. Si oui, mais cet après-midi, on a eu à moins 0,7 sur les commandes industrie, si je ne me trompe pas. Donc, on voit que le paysage, et même l'indice de surprise économique américain, on le voit depuis quelques jours, il redescend un petit peu. Donc, les taux, effectivement, ne se sont pas retendus sur l'aspect inflation. Et on a l'impression que le marché regarde effectivement à nouveau d'être un petit peu la macro. Mais la décision de la Cour suprême, ça crée un sentiment positif dans la foulée, donc les marchés sont tendus. Record sur le CAC 40, enfin les marchés actions sont repartis. Les marchés européens, les secteurs un peu sensibles, forcément, sont repartis à la hausse. Et record en Europe. Moi, le sentiment que ça me donne quand même ce tableau-là, c'est que effectivement Trump donnait l'impression d'avoir toutes les cartes et qu'en quelques jours, c'est vraiment mon sentiment, il est en train de perdre à peu près tout. Ce qu'il dit, c'est pas juste la Cour suprême, c'est ils sont sous influence étrangère. C'est-à-dire que là, on rentre à nouveau dans une sphère un peu complotiste. Alors effectivement, ça parle une partie probablement de son électorat, mais on laisse entendre que c'est pas une décision qui est rationnelle. La question de remettre tout de suite, le jour même, le soir même, faire une conférence, en gros ne pas se laisser démonter par la décision, puis le lendemain surenchérir avec 15%, c'est assez surprenant parce que dans les sondages en plus, on pourrait dire que dans les sondages en vue des mi-termes, on le verra avec Pierre-Yves, mais ça paye un peu moins. Voilà, il y a une des deux chambres qui est largement perdue à l'avance, si on en croit les sites de paris prédictifs, et sur la deuxième chambre, c'est le Sénat où vous étiez un peu à l'avance, on voit que l'avance est en train de décroître très largement au profit des démocrates. Donc tout ce qu'il fait ces dernières semaines, c'est pas payant d'un point de vue politique en tout cas. Il se met à dos. Alors évidemment, c'est des gens objectifs, rationnels, donc ils vont eux rester dans leur ligne, mais il peut se mettre à dos effectivement une partie des institutions, et dans son propre camp, la question va se poser. Souvenez-vous ce qu'il disait avant. Il disait, si la Cour suprême retoque les tarifs, je serai destitué. C'est le message qu'il laissait entendre avant. Est-ce que c'est un message juste pour faire peur, ou est-ce qu'il y a un petit fond de vérité là derrière? Parce que à taper. En tout cas, il y aura des procédures, potentiellement des procédures, et qui peuvent s'enchaîner, durer, etc. Et la question, alors vous l'avez dit, Jamieson Greer, pour l'instant, effectivement, casse dans le sens du poil les partenaires commerciaux parce qu'il a conscience qu'il est en train de se passer un truc. L'Europe a bien saisi qu'il y a une petite faiblesse, donc petit communiqué ce week-end pour dire que on gèle tout, on est d'accord, voilà, et on gèle du coup le processus de ratification. Et du coup, ce qui est très important, c'est d'être l'avis de Scott Bessent, parce qu'on l'a pas trop entendu sur cette séquence-là. On l'a vu sur le Groenland, il s'était montré très dans le sens de Trump. En gros, les Européens disent rien, ça va être en notre défaveur. Là, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va aller dans le sens de Trump, ou est-ce qu'il va essayer de se détacher un peu? Ça va être important, ça, je pense, comme séquence. Que va dire Scott Bessent par rapport à tout ça? Le premier truc qu'il a dit, c'est que les 175 milliards, les Américains n'allaient pas les voir. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Ça semble assez clair. Mais c'est quand même un vrai sujet, parce que les ventes au détail, les derniers chiffres qu'on a eus, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment très, très largement sous le consensus. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est parce qu'il y avait plus de dépenses en novembre et moins en décembre, il y a un petit effet de... Mais le paysage global macro me paraît moins bon. Et qu'est-ce qui fait que finalement la Fed pourrait prendre ses baisses de taux à un moment donné? Je pense qu'il est sorti un peu du scope, c'est de se dire, c'est pas la macro, vu que tout le monde nous dit qu'elle va être bonne cette année.
est-ce que l'aspect macro, c'est pas ce qui va pousser dans les quelques mois qui arrivent, peut-être la Fed à, je dis pas accélérer, mais à aligner les baisses de taux, plus que des questions liées à une réelle amélioration de l'inflation. Est-ce que c'est pas la macro et l'emploi qui vont pousser la Fed finalement? Et les probabilités pour juin, elles sont à 50%. Pour l'instant, c'est pas encore non plus des 80% de proba pour juin. Donc là, il y a un souci quand même. On ne voit pas de baisse de taux immédiate, on ne voit pas de baisse de taux avant la fin du mandat de Powell, et la macro, on commence à la regarder à nouveau avec un œil un petit peu, je dis pas méfiant, mais quelques interrogations sur la dynamique macro. Bon, on verra, il y a les tax refunds qui arrivent, là, je crois, à fin de la période fiscale aux États-Unis. Peut-être que les chèques seront un peu plus élevés que l'an dernier pour ceux qui recevront une compensation de l'ARS. Et la toile de fond macro, enfin pour moi, elle n'est pas encore très mauvaise. On a eu un ralentissement de la croissance qui était... On va pas parler de l'emploi, mais il y a eu ces chiffres d'emploi qui peut-être... En janvier, alors ils étaient exagérés. Sont un point de données, mais peut-être qu'ils marquent aussi une inflexion dans le marché du travail américain qui peut avoir passé un point bas. C'est surtout le taux de chômage, en fait, qui est revenu à 4,3%. Je rappelle que la Fed, elle estime que le taux d'équilibre normal, c'est 4,2%. Donc on est encore, en gros, proche du plein emploi. On a une inflation à 3%. Et qui stagne à 3%, et qui risque de finir l'année à 2,8 ou quelque chose comme ça, si on prend la mesure que préfère la Fed. Et on a une croissance qui, pour l'instant, tient aux alentours de 2,5. C'est pas mal. Non, mais donc, pour moi... Il n'y a rien d'apocalyptique dans cette picture économique. Donc, sur les baisses de taux de la Fed, moi, je reste assez prudent. Vous comprenez que le marché soit partagé encore sur l'idée de ne serait-ce que du timing. Est-ce que le mois de juin sera déjà une décision ce sera évidemment la première décision de la Fed sous présidence de Kevin Warsh, si tout se déroule comme prévu pour... C'est pour ça, nous, dans le scénario central, on met une baisse de taux cet été, mais elle est principalement politique, elle n'est pas économique. Et donc la consommation peut tenir américaine. Pour l'instant, elle tient. C'est vrai que les retail sales étaient particulièrement mauvaises, mais si on regarde la consommation totale, notamment de services, elle tient très bien. Et ce qu'on voit, c'est un shift des biens vers les services, qui est assez logique, vu que le prix des biens est plus élevé. Donc pour l'instant, moi je regarde de près la consommation des services des ménages qui reste très solide. Il faut absolument que l'emploi se reprenne, parce que le taux d'épargne est déjà très bas. Les ménages ont déjà lissé la consommation l'année dernière, donc il faut que l'emploi se reprenne pour que les revenus salariaux se reprennent. Ce qu'on disait du dernier rapport, c'est qu'il y avait peut-être un peu moins de destruction dans les parties cycliques de l'économie, un peu moins de destruction d'emplois. C'est des parties qui détruisaient beaucoup d'emplois, arrêtent d'en détruire et peut-être qu'on se dit demain vont commencer à recréer de l'emploi dans les parties cycliques, encore une fois, de l'économie. Dans la construction et dans les parties, les temporaires, l'emploi temporaire, tout ça. Donc pour l'instant, c'est ce qu'a dit Powell, c'est qu'il y a quand même des signes de stabilisation du marché de l'emploi. C'est vrai qu'il y a toujours un risque cyclique à regarder, mais pour l'instant, nous, on reste assez constructif avec notamment la relance budgétaire qui arrive maintenant. Quelle évaluation vous faites là chez vous, Andrew, de l'état de l'économie américaine? Est-ce qu'il y a un peu moins de tarifs vus comme une taxe sur la consommation? Est-ce que d'ailleurs ça peut soulager un peu aussi l'économie américaine à un certain point? L'économie américaine se porte très bien. Je crois que ce qu'on utilise plutôt en avancée, c'est l'enquête des petites et moyennes entreprises, NFIB. Ça, c'est excellent. Franchement, je crois que le période compliqué était derrière nous. Ce qui va être compliqué pour le nouveau Warsh au Fed, c'est de trouver un consensus avec des gens qui sont, dans l'ensemble, ce qu'on a entendu ces derniers jours de Daly, de Barr et d'autres, et même Waller aujourd'hui, qui est plutôt dovish, mais s'est mis en garde que peut-être on en a fait déjà assez, parce que l'inflation ne baisse pas comme c'est censé le faire, et comme le PCE est encore à 3%. Beaucoup estimaient dans les dernières minutes qu'il fallait se garder toutes les options ouvertes et se dire qu'on pouvait aussi bien baisser que monter les taux si nécessaire. Le danger de pragmatisme. Le danger pour nous, pour les actifs risqués, c'est qu'il y a une réévaluation de la capacité de la Fed ou la volonté de la Fed de baisser les taux cet été et qu'il y a une réaction négative là-dessus avant qu'on repart sur les bases qui sont les fondamentaux qui sont très solides. Donc il n'y a pas vraiment besoin de baisser les taux aux États-Unis actuellement. Encore moins qu'il y a 4 mois, quand on avait parlé de taux de chômage, quand on avait parlé de marché de travail.
C'est une vraie discussion, hein. C'est un vrai débat, la lecture de l'économie américaine, et c'est sans doute pas évident, Alexandre, mais la barre à ce stade est quand même relativement élevée pour que le marché modifie profondément ses anticipations de baisse de taux, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que les taux, on a quand même eu un mouvement sur les 3 dernières semaines, le 10 ans est passé, il était proche de 4,30, c'est vrai, après un mois, il est revenu vers les 4%, oui. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Il y a quand même le CPI il y a quelques jours, donc une autre mesure d'inflation qui avait donné un petit coup de pouce au taux. Mais nouvelle marche à la baisse, hein, pour la mesure CPI. Mais la partie PCE étant la plus importante pour la Fed, on voit bien qu'effectivement ça rebat un peu les cartes. Et dans cette séquence, comme je disais tout à l'heure, de détente des taux longs américains, enfin petite détente, il y a quand même eu les publications macro qui ont un petit peu joué. Quand les publications étaient un peu en dessous, on a vu régulièrement le taux 10 ans grappiller à la baisse 3, 4, 5 points de base sur les publis. Donc c'est vrai que il y a quand même ce sentiment un peu c'est le patron de Walmart, d'ailleurs, l'a un petit peu décrit, le nouveau patron de Walmart, il a décrit en quelque sorte, il n'a pas dit l'économie en cas, mais il a décrit l'économie en cas. Il dit en gros, on a nos clients, des clients plutôt aisés qui continuent de bien dépenser chez nous, pas de soucis, et il dit une partie des clientèles, et il ne décrivait pas vraiment la partie pauvre de la population, hein, plutôt la classe moyenne. Il disait qu'il n'avait pas de relais à la hausse en termes de croissance. Donc c'est vrai que les résultats qu'on va voir cette semaine sur d'autres. On a vu des Pepsi arrêter de monter les prix et même commencer à les baisser. Hein. Les stratégies prix over volume, elles sont en train de se renverser et désormais. Pepsi dit pourquoi. Il dit qu'on a reçu des demandes de la part de ici, bien les consommateurs. C'est pas une stratégie interne, c'est les consommateurs nous ont dit c'est trop cher, donc il faut qu'on baisse. C'est beau le marché. Hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne parfois. Mais c'est cette petite histoire effectivement sur cette économie en cas. Est-ce que et après tout à l'heure vous me posez la question des réactions de marché. C'est vrai que sur la partie action, on a quand même un marché qui est en téflon sur depuis l'épisode des tarifs l'année dernière. Il y a eu le creux mars-avril et après c'était un rallye non-stop. Ouais. Et on a quand même maintenant une séquence. Alors la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est de la distribution, c'est-à-dire les phases classiques on monte beaucoup, on distribue pendant quelques mois, correction et on repart, ou est-ce qu'on accumule et on repart et ça change évidemment la donne. Si c'est la distribution, d'abord ça va corriger, peut-être capituler un peu et après repartir. Est-ce que Nvidia, est-ce qu'on n'a pas dans un moment où Nvidia a publié Trump, la Cour suprême, il y a un petit emballement des choses quand même, et le VIX à 20, effectivement, je trouve pas encore trop cher. Il était moins cher il y a quelques semaines, mais à 20 vol, c'est pas extrêmement cher comme couverture. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas sûr que le niveau de vigilance soit bien ajusté par rapport au risque permanent qui existe, mais par rapport au niveau de risque qu'il faut intégrer aujourd'hui. Oui, il y a ça. Et puis, donc, encore une fois, les marchés, après, une question de flux aussi. On voit très bien qu'il y a des structures un peu plus lourdes côté États-Unis, le SP500 également qui sont distribuées, le Nasdaq est plus faible avec des questions liées au Max 7 et au Capex. Donc, et on sait aussi que le retail américain est très investi sur les marchés actions et en plus, il y a des effets de levier. On voit que les effets de levier ont progressé. Donc, cette caractéristique des effets de levier, moi, c'est ça qui me gêne un peu plus entre guillemets ce dernier mois, c'est qu'on sait que le retail a buy tous les dips, buy the dip en permanence et avec du levier. Et quand on a vu récemment sur les cryptos, sur les most crowded trades, hein, l'or, l'argent ou autre, quand il y a beaucoup d'effets de levier, quand ça se détend, voilà, donc, je dis pas qu'il faut pas pricer à 20%, mais je pense qu'on serait à l'aise avec, par rapport au top des corrections de 10-15% pour retrouver des bases de valo 20 fois les bénéfices, voire un peu en dessous, qui serait quand même plus saine. Correction du thème crypto, correction du thème precious metals en fin de mois de janvier, correction du thème de l'IA qui se fait tranquillement. Enfin, le thème crypto corrige un peu plus violemment, bien sûr, mais la correction du thème IA, c'est depuis le mois d'octobre maintenant, Andrew. Ça traîne. Ça traîne. Alors, est-ce que ces phénomènes qui traînent, comme vous dites, est-ce que ça assainit le marché ou est-ce que ça le fragilise ? Vous avez 3 heures. D'abord, je vais dire qu'on avait, avant cette saison des résultats, on avait de nouveau augmenté l'exposition sur l'ensemble de Magnificent Seven, Nasdaq. Ça n'a pas marché. Donc, c'est fatigant. Mais ça veut dire que vous anticipiez parce que les résultats ont été bons. Exactement. Et vous anticipiez le fait que le marché allait payer encore les bons résultats de ces entreprises. Ils n'avaient pas bougé depuis le mois d'octobre, donc il était temps. Mais non, mais pas encore. Mais pour nous, c'est notre point clé dans notre diversification, c'est d'aller chercher sur l'élargissement de la croissance par d'autres secteurs et pas avoir la même concentration. Donc, ça reste valable. Parce que le thème IA, comme quand je dis qu'il a corrigé,
les perspectives restent les mêmes, les prix ont baissé. Donc c'est la valorisation du thème IA qui a baissé. Est-ce qu'à un moment, ça va être... La valorisation qui on ne savait pas plus à la hausse qu'à la baisse pour l'instant. Donc c'est le momentum, comme tu as dit tout à l'heure. C'est le momentum, tout le monde a été parti sur les mêmes balles. J'adore... On a parlé de prix de l'argent, là. Oui. Il y a 6 mois, on en a parlé. Jamais de la vie. Crypto, je sais que tu aimes bien en parler et moi non. Bon, non, j'en parle quand il faut en parler. Ça n'a aucune, pour moi, ça n'a aucune importance pour nous. D'accord. À part le fait que peut-être le retail qui se prend mal sur les positions de levier, qu'ils ont été obligés de vendre justement leur position sur le tech, qui étaient leur position le mieux performante pour payer les dégâts. Mais ça reste des dommages locaux. Locaux, ouais. D'accord. Je crois que c'est pas institutionnel, c'est quelque chose à la marge, ça prend plus de temps à se réabsorber, mais j'en suis sûr que ça. Et donc l'idée de la diversification en dehors du thème de l'IA, elle reste. Enfin, je dis pas qu'il faut abandonner, mais on reste toujours dans cette logique-là. C'est pas que les États-Unis qui sont en train de claquer, claquer du fric. Oui, claquer du fric. On a ça en Allemagne, on a ça au Japon. Oui. Mais donc on est allé chercher au Japon, on est allé chercher même le FTSE, matériaux et autres, minières. Exactement. Mining, bien sûr. En Europe, on est toujours focus sur les positions sur les banques. Si ça monte pas, je crois qu'il y a un peu de luxe, mais bon. Ouais. Les stacks, c'est pas mon truc. Et ça, c'est des secteurs, les banques par exemple, c'est des secteurs qui sont immunisés contre le risque de disruption IA, voire qui pourraient profiter de l'IA, ou en tout cas, c'est pas, le marché les a pas encore alignés dans leur viseur. On avait déjà dit que nous, d'ici 3 ans, on n'a plus de job. Oui, je confirme. Et les banques auraient déjà dû disparaître depuis longtemps. Mais je suis pas sûr. Non, je crois que pour les banques européennes, ils ont très bien marché l'année. C'est important la composante AI risk, de savoir si le secteur est à risque ou pas. Sur la vraie économie. D'accord, ok. L'ensemble de ce qui se passe en Europe actuellement est porteur. Ouais. Donc porte pour les affaires, la finance. Moi, je suis. C'est le cycle, quoi. C'est la reprise du cycle. Enfin. Enfin. Et donc oui, en Allemagne, ça fait 3-4 ans qu'on attendait une reprise du cycle. Exactement. Mais c'est plus sain, oui, vous avez raison. Si je prends la tech et les Magnificent Seven aux États-Unis, on est passé d'un PE de 30 à 25. Ouais. Depuis octobre, parce que les résultats sont bons et les prix baissent. Donc... Mais est-ce que c'est pas là qu'on a envie de revenir, justement? Je me dis, à 25 de PE, on retrouve le thème IA avec des perspectives intactes et 5 points de PE moins cher. Tout à fait. C'est moins crowded, mais alors après, nous, on est aussi sur de la diversification parce que donc on fait les deux, c'est pas exclusif. Oui, donc en fait, on est neutre entre les États-Unis et l'Europe, surpondéré globalement là-dessus, avec une surpondération sur les émergents toujours en rattrapage. Sur le Japon, nous, on est un peu plus prudent à cause du change, mais voilà, pour moi, en octobre, on était plus prudent sur les États-Unis. Là, maintenant, je trouve que ça redevient dangereux de ne pas être exposé à la tech américaine. On retrouve un peu de confort. On retrouve un peu de confort vis-à-vis de ce thème-là. Et c'est compliqué de dire qu'on est en bulle quand on a une valo qui s'est ajustée à la baisse graduellement, sans crash. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on peut dire des risques de marché néanmoins derrière ce thème de l'IA, qui est plus un long fleuve tranquille, on l'a vu avec la correction du segment des logiciels, et derrière le segment des logiciels, c'est toute la sphère de financement, et de financement privé notamment, qui devient regardée par le marché. Donc on a le nom de Blue Hole qui devient, l'emblème des difficultés que certains fournisseurs de crédit privé peuvent rencontrer vis-à-vis de ce thème de l'IA. Blue Hole, c'est pas un nom nouveau, ça fait des mois qu'on voit circuler ce nom Blue Hole. Ils ont été très gourmands, ils sont très exposés au secteur de l'IA et des softwares, et là ils sont obligés de liquider quasiment 1,5 milliard d'actifs, de loans en l'occurrence, pour rembourser des clients qui veulent sortir de leur stratégie, et on apprend que ce 1,5 milliard d'actifs, ils l'ont revendu à 3 fonds de pension et à leur assureur partenaire. Donc on voit bien le chemin du risque d'une certaine manière. Alors, Blue Hole, pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial dans le sens où c'est vendu au retail, en fait. Et le fait d'avoir vendu au retail, mais c'est vrai que c'est ce qu'on pousse sur donc pas mal. Donc c'est des fonds cotés, Business Development Companies, c'est des fonds cotés qui permettent au retail d'accéder
à un univers de crédit privé. Au crédit privé. Voilà. Le problème étant que jusque-là, le crédit privé, on disait il n'y a pas de mismatch, il n'y a pas d'écart entre l'actif et le passif, parce que c'était des investisseurs institutionnels qui s'engageaient à 10 ans pour des prêts qui sont à 10 ans. Et là, le retail, il veut sortir. Le problème étant que le retail, c'est plus liquide. Et donc, on recrée du risque de liquidité. Cela dit, c'est pas le problème d'actifs pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une vague de défauts à l'actif des... Et ils ont très bien vendu leurs actifs, d'ailleurs. Quasiment à 100% du PER. Donc voilà, c'est plus un problème de régulation, j'ai envie de dire, que pour l'instant macro. Après, c'est vrai, on le sait depuis un bout de temps qu'il y a du risque dans le crédit privé américain. Et c'est là où je veux bien séparer les États-Unis de l'Europe. Enfin, aux États-Unis, c'est beaucoup plus gros, c'est très exposé au logiciel et aussi à l'énergie qui permet de fournir ça. Donc, il y a, voilà, sur les BDC, les fameuses entreprises cotées qui investissent dans ces il y a en gros un tiers exposé à la tech dans les engagements de ces entreprises, tout ça. C'est pas du tout le cas si je regarde le crédit high yield, par exemple, ou le coté. C'est entre les deux si je regarde les leverage loans. Donc c'est là où il va falloir... Il y a des poches spécifiques qui sont très exposées à ce thème-là, et notamment aux États-Unis. Exactement. Encore une fois, quand on vend des actifs qui sont illiquides à des gens qui demandent une liquidité, à un moment ou l'autre, ça explose. La question, c'est est-ce qu'ils sont très nombreux dans ce cas-là ? Est-ce que ce qui se passe chez Blue Hole, c'est local ? Là aussi, c'est un risque spécifique autour de Blue Hole ? Ou est-ce que des transactions comme celle de Blue Hole, est-ce qu'on va les voir se multiplier dans les prochaines semaines et les prochains mois ? C'est un risque dans la durée de toute structure où il y a un déséquilibre entre la liquidité que le client a été vendu et la liquidité sous-jacente. Il n'y a pas un gros problème des actifs pour l'instant. Ils ont vendu 30% à 97% de paires. On ne sait pas ce qui est dans le reste. J'ai vu que l'activiste Boris Johnson, il a dit moi je suis porteur-acheteur, mais à des cotes de 20 à 30%. Il y a probablement un peu d'histoire là-dedans. Mais c'est vrai que sur le crédit, qui est solide dans l'ensemble des marchés aux États-Unis, mais surtout en Europe. Mais il y a le problème de l'offre qui arrive des boîtes tech qui ne sont pas sensibles au prix. Parce qu'ils ont des tailles à faire. Et je sais que c'est minable à faire, mais le dernier crise qu'on a eu sur les souverains, c'était l'Autriche à 100 ans. Là, on a Google à 100 ans. C'est des moments d'excès, peut-être. Pour Google, c'est très bien. Mais ceux qui ont acheté le 100 ans de Google, on verra dans 5-10 ans. Surtout les 10 ans américains pour aller toucher 5% avant que ça touche 3,50. Ça, c'est sûr. Mais ce sont des drapeaux qui rappellent à l'ordre que c'est juste une bonne gestion de risque. S'il y a qu'un petit peu de portage à prendre, on réduit un peu nos positions, on attend voir. C'est pas un marché sur lequel on reste positif, on porte. Et on prend le portage. Mais on ne cherche pas à envoyer de plus. Mais le marché privé, les marchés privés crédit, est majoritairement investment grade. Ce n'est pas un problème pour l'instant. Il va y avoir toujours les petits failles. Mais c'est liquidité. Marché de quasiment 2 trillions de dollars, le private credit. C'est devenu un très gros marché quand même en quelques années à peine. Ça existait à peine il y a 10 ans. Enfin, aux États-Unis, beaucoup. Ça s'est quand même beaucoup développé ces dernières années. Bon, difficile toujours de mesurer l'ampleur des risques sous-jacents dans les marchés, surtout quand on est dans des marchés privés, Alexandre. Ça peut être un potentiel canari dans la mine, ça rappelle à la vigilance, ça montre qu'il y a du risque quand même dans le marché. Ce qu'il faut regarder, c'est la fréquence d'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, c'était effectivement dans le secteur crédit, tout ce qui est auto-subprime. Donc c'était les tricolor holdings, etc. Donc pas de nouveaux accidents. Là, effectivement, donc ce qu'on va regarder, effectivement, c'est si dans le mois prochain, il y en a encore. Là, effectivement, la question se posera aujourd'hui. Effectivement, ces événements qui sont plutôt isolés, un peu distincts aussi. Après, on sait, mais c'est pareil, ça n'a pas de valeur d'alerte ou autre. Les banques centrales, depuis des années, disent on est quand même vigilant à la partie crédit. La BCE aussi d'ailleurs, côté européen aussi on le dit, Christine Lagarde le dit régulièrement, la partie crédit privé. Le régime de liquidité offert par les banques centrales est très différent par exemple de ce qu'on avait en 2007, pour dire les choses. On voit beaucoup de parallèles. En 2007, il y a des fonds gelés aussi à un moment, etc. Voilà. Mais le régime de liquidité était très différent. C'est sûr qu'on est sorti d'un régime de taux très très faible, et c'est ce qui provoque aussi des changements assez structurels côté Japon. C'est-à-dire que cette politique de taux zéro, voire taux négatif pendant des années, plus d'une décennie, provoque des changements. Donc c'est vrai que je suis d'accord que sur le côté Japon aussi, on regarde un peu. On était pourtant très long sur le Japon
pendant pas mal de temps. Là, c'est vrai que le niveau des taux, les questions d'acceptabilité par le marché du programme de croissance qui était proposé ou autre, si le 10 ans commence à passer au-delà de 2,50, ça peut commencer quand même à poser des questions au marché. Est-ce que, à un moment, on a c'est peut-être pas fini cette histoire des taux japonais. Jusqu'à 2,50, c'est acceptable si l'inflation est entre 2 et 2,50, si les salaires progressent bien, si la croissance est là. C'est même sain d'avoir un taux 10 ans à 2,50. Si on veut aller à 3%, que l'inflation reflue un petit peu et que ça c'est plus perçu comme de l'aversion au risque de la part du marché, la crise de la dette en zone euro, c'était un exemple extrême, mais les taux montés quand on n'a plus confiance sur la dette. Il y a un niveau où c'est... J'ai l'impression que les élections ont quand même ramené un peu de calme. Le résultat des élections pour Sanae Takaichi a ramené un peu de calme. Moi, c'est quand même. même. Du marché-action, en fait. Ça, c'est le parallèle entre marché-action au niveau des taux. C'est vrai que le Nikkei, rappelons lorsque Trump avait annoncé les tarifs, donc il y a moins d'un an de ça, on était tombé à 30 000 points quasiment sur le Nikkei, on est quasiment à 60 000. Donc il a, depuis un creux certes, mais il a doublé en moins de 12 mois. Donc si certains estiment que c'est le moment de consolider un petit peu, donc, encore une fois, on peut faire un range de 20%, c'est pas la fin du monde, mais quasiment 100% de hausse, si on a un petit peu de consolidation, c'est pas malsain de le voir à ce moment-là. Ouais. Bon, petit tour de table. Qu'est-ce qui guide la logique d'investissement chez LBPM aujourd'hui, Xavier? On l'a déjà un peu évoqué, mais nous, on reste constructif, pro-risque, et où est-ce qu'on trouve un risk-reward le plus confortable possible? Dans quel type de marché là, ou de géographie? Alors, on reste pro-risque, tout en sachant qu'on est prêt à réduire, notamment à l'approche de l'été, mais pour l'instant, à court terme, avec la dynamique macro qui reste quand même porteuse, on l'a vu avec les PMI quand même, notamment en Europe, en Asie, ça s'améliore. Donc là, ça porteux, et les banques centrales qui sont plutôt à même de baisser les taux s'il y avait un problème, c'est plutôt porteur pour les actifs. Alors évidemment, tout est très cher. Donc pour l'instant, on est plus sur du portage. On préfère le risque action au risque crédit parce qu'il y a plus de upside avec des risques à court terme encore un peu limités. Grosse diversification géographique, comme je disais. On n'a pas parlé des émergents, mais oui, ça reste une zone de diversification. Ça reste bien. On est revenu sur la Chine, là où il y avait une période où c'était devenu très cher. Là, ça a plutôt sous-performé depuis le début de l'année. Donc, on est assez à l'aise avec ça. Voilà, toujours un peu prudent sur la duration à court terme, sur les taux longs qui ont plutôt pas mal rebaissé. Pour nous, c'est un peu exagéré. C'est pas... Voilà, on s'attend le pas 10 ans américain sous 4%, on va pas. Enfin, ce serait presque une anomalie pour vous. On a plutôt une cible à 4,25, 4,30. Je comprends. Donc on est un peu dans le bas du range. Bon, mais pour l'instant, on reste. On se laisse porter en étant vigilant. Le plus gros risque, c'est l'inflation US et la Fed qui changerait un petit peu de discours, plus fortement vers des hausses de taux. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'effectivement, l'inflation va dans le bon sens, et beaucoup de débats sur combien de temps est-ce qu'on mettra pour voir l'inflation revenir à 2% aux États-Unis, mais tout le monde est assez d'accord sur le sens du voyage quand même aujourd'hui. Il ne faudrait pas que effectivement, l'inflation commence à repartir plus au nord qu'au sud, quoi. Bon, je ne suis pas d'accord. Non, mais, parce que mais c'est vrai que l'inflation sur les headlines sur CPI, il a baissé, mais il y a des sous-jacents qui sont encore positifs. Oui, mais c'est ça, c'est ça le risque. Le risque, c'est qu'effectivement le marché se réinquiète de l'inflation. Mais je crois que ça serait un risque court terme et douloureux, et la correction que peut-être Alexandre attend, peut-être pas 15%, j'aimerais pas, parce que ça peut mettre plus de doutes, mais on reste orienté pour le risque, pour la croissance, avec de l'inflation modérée, modérée mais positive. Donc, une tendance un peu haussière sur les taux nominaux, donc pas trop de raisons d'augmenter les expositions sur le crédit. Et chercher les diversifications sur les actions, en emerging, en Japon, mais hedgé. Couvert du change au Japon. Oui. Et puis aussi en Grande-Bretagne. On est dans une période de normalisation sur les taux. Ça fait 2 ans que ça dure. Je crois qu'il a encore pas mal de faire. Les taux réels, les primes de risque qui sont encore vraiment contenus. Et il peut monter par rapport à la croissance qu'on a, d'une manière qui ferait pas mal dans le moyen terme, mais une petite période
passagère où on peut avoir un peu de consolidation, d'ajustement. Ouais. Bon, Nvidia, mercredi soir, ce sera toujours un moment important, j'imagine, Alexandre. Ouais, c'est intéressant parce que, je comprends, on discutait ça tout à l'heure, il y a quand même un peu de lose-lose en ce moment. C'est-à-dire que la partie semi baisse quand même un petit peu. La partie, donc, le thème IA baisse, les 7 magnifiques, en gros, sont plus baissiers que de certains autres secteurs. Les disruptables potentiels baissent aussi beaucoup. Ouais. Donc, est-ce qu'à un moment donné, si Nvidia peut être le message... Effectivement, la question, c'est comment le marché va l'interpréter, parce que les résultats jusqu'à présent étaient très très bons, mais les capex ont fait peur. Pour Nvidia, ce sont de très bons résultats, mais qui a un grain de sable. Ouais. Je pense que ça peut faire du 10-20% très vite de variation. Et dans ce cas-là, on n'aurait pas des SAP qui remontent. Enfin, oui, des systèmes de base communicants, quoi. Qui se mettent en place, short Nvidia, puis long, logiciel ou autre. Ça, c'est peut-être des thèmes qui peuvent arriver. On est encore dans une phase de découverte des prix liés à l'intelligence artificielle et aux conséquences de l'IA. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Bardez, IG, Andrew Etherington, responsable de la gestion diversifiée d'AXA IM chez BNP Paribas Asset Management, et Xavier Chapard, LBPM.